Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie Dubois, déléguée générale de l'association Respect Océan et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une interruption de notre programme lié à l'Océan Pitch Challenge. Donc ravie de vous retrouver sur notre programme de webinaire que certains d'entre vous connaissent bien puisque je vois qu'il y a des habitués dans notre salle virtuelle. Donc je vais dans quelques minutes laisser le soin à Rafaela de présenter l'association en sa qualité de présidente, d'introduire le webinaire et de vous présenter un peu les intervenants. Notre intervenant Jean-Pascal Berger a dû être remplacé donc en dernière minute en raison d'un événement familial tragique. Donc on remercie donc Monsieur Frédéric Mince de prendre la relève en dernière minute. Donc je vais laisser la parole à Rafaela Le Gouvello qui va vous présenter, pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, l'association Respect Océan et le webinaire. Et ensuite, nous laisserons la parole à Frédéric pour une présentation du contexte et des enjeux. Et je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire. Donc, bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Donc, je me présente, je suis Rafaela Le Gouvello, présidente de l'association Respect Océan, et vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique des coproduits marins. Je reviendrai sur ce thème dans quelques minutes, mais tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants et merci à vous, les participants, et notamment aussi celles et ceux d'entre vous qui nous soutiennent avec des dons lors de l'inscription. Ils sont importants, ces dons, pour nous, pour permettre de poursuivre ce programme de webinaire. Donc, 2 mots sur l'association Respect Océan, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Respect Océan est un réseau que j'ai initié en 2012-2013 et qui est devenu une association depuis septembre 2018. Notre volonté est de promouvoir les acteurs économiques engagés dans une économie durable en faveur de la protection de l'océan et de ses écosystèmes marins et côtiers. Nous voulons affirmer le rôle fondamental et moteur des entreprises en matière de protection de l'océan. Les entreprises portent des innovations, des solutions ou mettent en place des mesures d'atténuation de leurs impacts sur l'océan et nous souhaitons en être leur porte-parole. Après 2 ans, presque 3 maintenant, d'existence officielle, nous sommes en chemin pour atteindre près de 70 adhérents et notre développement rapide nous permet aujourd'hui de dialoguer avec des organisations, des instances nationales et plus récemment internationales. Donc je reviens aujourd'hui au thème de notre webinaire d'aujourd'hui, les coproduits de la mer. Je laisserai la parole dans quelques instants à Frédéric pour exposer le contexte et les enjeux. Je vais juste vous dire un mot sur cette thématique, dans la mesure où moi-même, par mes activités professionnelles avec ma société Stermo, je suis impliquée et je travaille avec Jean-Pascal Berger. On est même en ce moment en train de coécrire un article pour le futur Le Déméter, donc qui est une revue, autour de cette thématique. Donc, l'utilisation, les coproduits de marins, c'est une thématique sur laquelle mon activité en aquaculture, on s'est penché dessus, notamment sur l'utilisation des coproduits de la mer en alimentation animale et notamment en alimentation aquacole. Et plus particulièrement aussi, j'ai travaillé avec ma thèse récente avec la Mur sur en économie circulaire appliquée à des systèmes socio-alimentaires qui dépendent des activités de pêche et d'aquaculture. Donc, j'ai travaillé sur cette thématique aussi, en quelque sorte, puisque finalement, cette thématique nous oblige à réfléchir à l'exploitation des ressources halieutiques, par exemple, aux productions de la mer, en aquaculture ou autre. Elle nous oblige à réfléchir sur la gestion de ces stocks, comment on les utilise, et on sait qu'on a un énorme gaspillage en fait de cette matière première qui est devenue rare et précieuse. Donc, je pense que Frédéric va revenir sur tous ces sujets.
Finalement, cette thématique nous oblige donc à réfléchir sur en termes d'économie circulaire. Par exemple, on parle d'utilisation des coproduits, des sous-produits, des soi-disant déchets qui devient en fait une ressource, et d'aborder le sujet de ce qu'on appelle l'upcycling, donc donner de la valeur, une valeur à juste titre à des éléments. Donc le produit est pris dans toute sa globalité, donc c'est le produit, ses coproduits, ses sous-produits et ses potentiels déchets. Donc tout au long d'une chaîne finalement qui est une sorte de cycle de vie du produit de la mer, donc depuis son extraction, son exploitation jusqu'à sa fin de vie, en essayant de faire finalement mieux avec moins, parce que de toutes les manières, on est face à l'idée qui est importante aussi dans l'économie circulaire, c'est réduire en fait nos consommations et mieux être plus efficace. Donc je pense que cette thématique en fait peut nous emporter assez loin et certainement débouchera sur d'autres sujets qu'on pourra revoir dans des futurs webinaires. Et je laisse la parole à Frédéric maintenant pour aborder plus en détail finalement les coproduits de la mer et les grands enjeux qu'on a autour de ces coproduits. Merci Frédéric et à vous la parole. Et merci Raphaëlla et merci Aurélie. Ok, très bien. Eh bien, je suis aussi ravi d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'était pas censé être moi. Donc, effectivement, je m'appelle Frédéric Mas. Moi, je suis spécialisé on va dire en transformation agroalimentaire. Et avec Jean-Pascal, on est vraiment en train de monter une société qui va être spécialisée sur la valorisation des coproduits. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Lui étant effectivement le spécialiste de la valorisation, on va appeler à caractère un peu biotechnologique, et moi plutôt la valorisation à caractère, on appelle ça food dans le jargon, mais on va dire agroalimentaire. Donc le contexte sur la valorisation des coproduits d'origine marine. Alors, où en sommes-nous? On note vraiment que la France est vraiment dépendante des importations. On a une grosse dépendance avec aussi un peu d'exportation, mais un volume vraiment conséquent des importations puisque c'est 1 million de tonnes sur 1 700 000 tonnes au total consommées, sorties de l'eau et consommées en France. Où cette ressource est-elle débarquée, que ce soit en frais ou en congelé? Alors les régions vont pas vous surprendre. La Bretagne est effectivement leader en termes de débarquement, où le produit est vendu, hein, comme vous le savez, dans les halles à marée avant d'être récupéré, enfin acheté et transféré vers les usines, ou les poissonneries et autres marailleurs. Ensuite, le deuxième, c'est la Normandie, puis les pays de la Loire. Vous pouvez noter, ça sera intéressant après, pour que les Hauts-de-France sont pas hyper représentés. Ils l'ont été historiquement, mais ils ont perdu du terrain. Là, c'est un contexte un peu géographique pour vous situer effectivement d'où viennent nos produits marins. Donc, les produits, le monde des produits de la mer emploie environ 60 000 personnes en France, hein, on va dire de l'hameçon à la fourchette. Ce qu'on appelle première transformation, c'est les activités de mareyage. Et vous voyez que au mareyage, il y a déjà une génération certains appellent ça des déchets, nous on va appeler ça des coproduits. Il y a déjà une génération de coproduits. Et évidemment, plus on transforme, conserve, fumage et autres charcuteries de la mer, plus on transforme, plus on génère de coproduits. Il y a deux grands types de coproduits qui sont générés sur l'activité maritime au sens large. Il y en a qui sont générés en mer. On n'est plus censé rejeter la pêche accessoire, hein, ce qu'on appelle la pêche accessoire, mais il y a encore pas mal de dérogations. Et à terre, il y a une production de l'ordre de 215 000 tonnes. Alors rappelez-vous, hein, on est autour de 700 000 tonnes de produits de la mer pêchés en France. Pêchés, et on génère une proportion significative de déchets.
Encore une fois, déchets, c'est le mot commun, et je vais vous expliquer comment et pourquoi on doit stopper d'appeler ça déchets et faire en sorte que ça devienne des coproduits. Voilà ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, seulement 50% du poisson débarqué sont réellement consommés. Il y a les rejets en mer qui sont même pas débarqués. Il y a les invendus de criée, c'est-à-dire les poissons qui, en fait, les invendus de criée, c'est presque un terme impropre. C'est plutôt les mal vendus ou oui, les mal vendus. C'est-à-dire que quand un poisson arrive en criée, il va être proposé, vous savez, aux enchères descendantes, il va être proposé un certain prix et sous un certain prix qu'on appelle le prix de retrait, il va être sorti de la vente, éventuellement reproposé le lendemain ou récupéré pour être valorisé ou pas. Et la transformation génère beaucoup de coproduits également. Évidemment, vous savez tous que quand on a un poisson dans son assiette, il y en a une bonne partie qui n'est pas consommée, qu'on estime alors entre 40 et 60% suivant les poissons. Donc effectivement, si on parle par exemple de l'activité de mareyage qui va en partie faire des filets de poissons destinés à la consommation, eh ben on va perdre pas, mais on ne va vendre que la moitié du poisson. On ne va consommer réellement en termes d'alimentation humaine que la moitié du poisson. Les viscères, la tête, la peau, les œufs, les arêtes, tout ça, ça part souvent à des valorisations qu'on appellerait plutôt bas de gamme, qui sont type, on va dire, farine ou autre. Évidemment, les producteurs de ces coproduits sont, alors je vous l'ai dit, les à la marée, où il y a les marailleurs, les poissonniers, les agro-industries et les supermarchés qui font aussi souvent, qui ont de plus en plus d'activités de filetage, sachant que les particuliers, évidemment, échappent à une quelconque stratégie de valorisation. Je ne sais pas si on peut dire pour l'instant, je ne sais pas si un jour on arrivera à capter et à vraiment valoriser cette ressource, on peut espérer, mais c'est quand même pas le plus facile. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'endroit où étaient débarqués les produits de la mer. Là, maintenant, la carte que vous avez devant vous, c'est la carte où sont transformés ces coproduits. Bon, la Bretagne est toujours leader, c'est là où on en débarque le plus et c'est là où on en transforme le plus. Mais étonnamment, ou historiquement, je ne sais pas comment on peut dire, les Hauts-de-France prennent la deuxième place, deux et demi, deux ex aequo avec l'Atlantique. Ça, c'est pour des raisons historiques. C'était vraiment une zone où étaient débarqués beaucoup de poissons, notamment la morue, le cabillaud à l'époque de la morue salée, et aussi parce qu'il y a beaucoup de débarquements en congelé maintenant dans cette région. Donc, mais toujours pareil, c'est les zones où il y a les grosses activités de transformation. Oui, donc tout à l'heure je vous parlais des captures accessoires, mais c'est plutôt hypothétique parce que c'est vrai que on les voit pas, on sait pas trop, c'est pas trop quantifiable. Et c'est valable pas qu'en France les captures accessoires. Il y a des tas de pêches qui génèrent des captures accessoires. Il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui sont sérieux là-dessus, qui travaillent sur beaucoup de choses, la sélectivité des engins de pêche et autres. Ça, là, il y a des gros progrès à faire, ça c'est certain. Pour l'instant, nous, on va se focaliser sur les déchets qui sont débarqués. Alors, les déchets qui sont débarqués, vous avez la fameuse pyramide inversée. Quand on veut valoriser des coproduits, il faut savoir où on se situe, où on veut se situer sur cette pyramide. Donc, la pyramide de gauche vous montre les différents niveaux de valorisation des coproduits. Énergie agriculture, c'est des valorisations, moi je l'aurais même mis à l'envers, dans l'autre sens. C'est des valorisations qu'on va qualifier de bas de gamme, mais qui donc a des prix de valorisation qui sont faibles. Par contre, c'est des valorisations qui sont capables d'absorber des gros tonnages, je dirais même l'intégralité des tonnages. On va quand même reconnaître qu'il est dommage avec des produits qu'on pourrait consommer de les brûler ou de les épandre sur des champs sous des formes plus ou moins transformées. Une valorisation un peu plus haut de gamme, c'est ce qu'on appelle le feed, c'est-à-dire l'alimentation animale. Et plus on monte dans cette pyramide, plus les prix d'achat, on va dire, augmentent. Mais
plus les volumes diminuent. Évidemment, les 215 000 tonnes dont je vous parlais tout à l'heure, ça serait bien, mais ça va être difficile de les transformer en petites pilules pour nous soigner du diabète ou autres maladies. Donc, plus on monte dans cette pyramide, plus les marchés sont petits. Pour vous donner des ordres d'idées, pour être rentable sur le marché de l'alimentation animale, il faut avoir des quantités à valoriser qui sont supérieures, bien supérieures aux milliers de tonnes par an. Sur les 4 dernières sections, la healthy food, functional food, nutraceutique et pharma, on parle plutôt de centaines de tonnes, mais c'est-à-dire que c'est aussi des marchés qui absorbent pas plus que ces centaines de tonnes-là. En outre, plus on monte dans cette pyramide, plus il est complexe, plus les procédés à mettre en œuvre sont complexes. Faire de l'énergie, c'est assez facile, hein. Vous mettez votre produit dans un four, ça brûle, ça fait de l'énergie. Éventuellement, il faut l'avoir séché avant. L'agriculture, c'est un petit peu pareil, ça nécessite d'être un petit peu transformé, mais les processus de transformation sont assez faibles. Quand on commence à aller déjà dans le feed et la nutrition, évidemment, ça devient des procédés de valorisation plus compliqués, plus techniques, qui sont soumis à des réglementations plus strictes, et tant mieux pour notre santé, je dirais, même si des fois tout le monde trouve que c'est un petit peu fort. On commence à parler de traçabilité. Évidemment, plus il y a une grosse importance du tri aussi, c'est-à-dire que plus on va avoir une pureté soit dans l'espèce qu'on va récupérer, soit dans la partie, les arêtes, les peaux, les écailles, plus on sera sélectif à ce niveau-là, plus on pourra aussi aller vers des valorisations importantes. Mais évidemment, plus on est sélectif, plus cette première manipulation pour trier, plus cette première manipulation coûte cher et impacte le prix de revient de ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est vraiment alors tous ceux qui travaillent dans les coproduits, évidemment, ont cette pyramide, on va dire, en tête, mais ceux qui ne l'ont pas, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de fondamental à avoir en tête. Plus on veut atteindre des marchés haut de gamme, plus c'est complexe et plus c'est cher. Et effectivement, moins on absorbe de quantité. Alors, la situation de la valorisation des coproduits actuellement, pas en exagérant, mais elle est quand même assez proche de ce que je vais vous présenter. Il y a globalement deux gros acteurs en France qui se partagent le marché de la valorisation des coproduits d'origine marine et quelques autres. Donc, il y en a un qui s'appelle Copalis, qui est situé dans les Hauts-de-France, hein, et qui transforme plutôt ce qui se passe dans son secteur. Et il y en a un autre plus gros, je dirais, hein, qui s'appelle Bioceval et qui récolte des matières, bon là ou dans la zone un peu verte que je vous ai mentionné là, donc en Normandie, Bretagne et le long de la côte atlantique principalement. Il y a d'autres acteurs, on va qualifier de petits, tout est relatif, hein. Un qui s'appelle Angibo qui ramasse plutôt dans le sud pour faire des produits type engrais, type donc pour l'alimentation végétale, on va dire. Et on a aussi un autre acteur qui s'appelle Abyss qui va vous faire une présentation tout à l'heure. Tous ces acteurs-là ont des business models différents. Alors, business model, c'est pas obligatoirement un gros mot, hein, et c'est important. Alors, le business model de Bioceval, qui est quand même un gros acteur, hein, lui, il accepte d'avoir beaucoup de fournisseurs et pas trop de transport de ses produits. Oui, Bioceval, donc il a effectivement beaucoup de fournisseurs et pardon, il est capable d'aller chercher il accepte d'aller chercher les coproduits loin. Alors ça a un impact effectivement sur le coût et ça a malheureusement un impact sur la qualité. Ça oblige les producteurs de coproduits, dans ce cas-là, on pourrait même appeler ça des déchets, ça les oblige à stocker pendant quelquefois plusieurs jours avant que leurs produits soient ramassés. Donc, ça impacte fortement la qualité, la fraîcheur du produit et sa qualité, ce qui n'est pas non obligatoirement un obstacle, hein,
par rapport aux produits qui sont fabriqués, puisque ces produits-là, c'est principalement de l'huile et de la farine. Et dans le business model de Bioceval, on peut noter que finalement, souvent, les produits sont ramassés gratuitement, mais dans quand même quelques cas, même pas mal de cas, les producteurs de coproduits ou de déchets doivent payer pour qu'on leur ramasse les produits. Donc le business model, globalement, c'est que Bioceval ne paye pas sa matière première ou voire même se fait payer pour sa matière première et se fait aussi payer pour vendre la farine, les produits qu'il produit, qui sont des produits finalement pas très très compliqués à fabriquer d'un point de vue technologique, mais pas si simple. Par contre, d'un point de vue exigence réglementaire, qui sont plus souples. Donc Copalis, lui, c'est un modèle différent. Il travaille sur un territoire restreint, beaucoup moins de transport, donc meilleure qualité, et sur des marchés un peu plus haut de gamme. Ça peut aller jusqu'à l'alimentation humaine ou la nutraceutique. Donc lui, il peut rétribuer ses fournisseurs pour la matière première. Alors je vais vous présenter un peu Biotot, hein, la compagnie de Jean-Pascal à laquelle je vais me joindre et qui aura un autre nom que je ne vais pas vous dévoiler parce que c'est une surprise. Une surprise. L'objectif vraiment de Biotot, c'est que les coproduits deviennent des déchets deviennent des coproduits et que les coproduits deviennent même les produits. Et on prône la valorisation in situ des coproduits. Donc le plus près possible du fournisseur et idéalement chez le fournisseur, chez le générateur de coproduits. L'idée aussi, c'est de ne pas, vous savez, quand on veut extraire une molécule d'un produit ou d'un coproduit, et si cette molécule est présente à 1%, ça génère 99% de déchets. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On veut une valorisation à 100%. Et donc, à chaque fois qu'on s'intéresse à une valorisation, on fait en sorte de ne pas laisser de déchets derrière cette valorisation, quitte à orienter les 2-3 produits valorisés vers 2-3 marchés différents. L'idée, comme on va travailler in situ, on va pas avoir ces problèmes de stockage et donc on va pouvoir optimiser la qualité et donc aller vers des valeurs ajoutées les plus importantes possibles. On est capable d'adapter effectivement la taille de l'unité de traitement en fonction des quantités produites, en commençant évidemment par une étude de marché et la génération d'un business plan qui va déterminer si ce qu'on propose est rentable ou pas, et si ça l'est pas, adapter soit la technologie, soit choisir des marchés qui permettent la rentabilité. Donc l'idée, c'est de fractionner le produit pour atteindre peut-être 2 ou 3 marchés en même temps, comme je vous le disais. Alors sur les produits de la mer, il y a tout un tas de choses possibles, hein. Tout n'est même pas marqué sur ce schéma-là. Je pense que vous pourrez garder cette présentation, donc vous verrez que on peut faire plein de choses avec des coproduits d'origine marine. Il y a même quelque chose qui manque là, c'est l'alimentation humaine. On peut par exemple fabriquer ce qu'on appelle de la pulpe de poisson pour en faire qui est en fait le reste de chair qui est sur les arêtes, pour en faire on va dire des boulettes, de la soupe, des rillettes, des choses comme ça. Ça c'est même pas mentionné là-dessus, mais il y a énormément de choses possibles. Une chose qu'on a développée aussi, que Jean-Pascal a développée et sur laquelle on travaille actuellement, c'est la possibilité de containeriser une unité de traitement, de l'adapter, de la containeriser, peut-être pour la partager entre plusieurs acteurs ou l'amener dans des endroits qui sont difficilement accessibles. Donc ça, c'est totalement nouveau, hein, et ça, pour certains cas, ça s'avère très intéressant, notamment les endroits soit qui traitent de petites quantités, soit qui sont un petit peu éloignés. En même temps, ça permet de tester la valorisation pendant quelques mois avant de créer un atelier de traitement in situ. Voilà, donc j'en ai fini. J'espère que je vais pas trop déborder. Donc l'idée de Biotot, c'est que le système qui est actuellement linéaire, et c'est pas pour être à fashion, pour être à la mode, mais que ce système linéaire devienne circulaire et qu'effectivement
on utilise l'intégralité d'une matière qui a été débarquée. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, hein, et les coquillages, c'est pas moi, pardon, je suis allé un peu loin. Merci beaucoup Frédéric. Alors je vais vous aider, je vais revenir à la présentation C'est juste gentil. avant. Hop. Puisque avant de passer donc à Stéphanie Dabin, nous allons avoir donc une première session de questions et réponses. Donc le temps que je bascule sur l'écran de Fanny, hein, puisque je rappelle que Fanny Didou, qui nous accompagne sur notre programme de webinaire, est en train de faciliter en direct et de faire un schéma pour représenter et avoir une synthèse graphique de notre session d'aujourd'hui. Donc, j'invite maintenant les participants, comme on l'avait annoncé au démarrage du webinaire. C'est la première session de questions-réponses. Donc, je vous invite à utiliser la fenêtre de chat afin de poser vos questions pour notre intervenant Frédéric, qu'on remercie donc chaleureusement d'avoir remplacé Jean-Pascal Berger en dernière minute. Hein. Je rappelle pour ceux qui se sont connectés que Jean-Pascal Berger s'excuse, mais il a été retenu par un événement familial tragique et que de ce fait, c'est Frédéric qui a eu la gentillesse de prendre le relais en fait et de présenter à la place de Jean-Pascal. Donc merci Frédéric pour votre intervention de dernière minute. Donc Frédéric, nous avons reçu des premières questions et je vais vous poser la première. Avec quel fournisseur travaille Biotot en termes de matières premières et où est-ce que vous êtes situé? Alors, avec tout un tas de fournisseurs. Alors, on est situé, moi je suis sur Montpellier, Jean-Pascal il est sur Vannes, mais je vais bientôt le rejoindre en Bretagne. Donc, avec tout un tas de fournisseurs, on travaille mondialement, hein, au Pérou. Là, on a vraiment quelque chose de bien à faire au Pérou, mais ainsi aussi en France. Là, on travaille sur Nantes. Non, nos fournisseurs sont un petit peu partout. En Hollande, actuellement, on a aussi une société, enfin un client. Donc, on a tout un tas de fournisseurs, hein. Et même pour tout vous dire, on n'est pas, même si on est tous les deux spécialisés sur les produits de la mer, on n'est même pas uniquement dans ce secteur-là, hein. D'accord. Alors, une autre question, une personne qui demande des précisions. Est-ce qu'on parle ici seulement de coproduits organiques dans ce webinaire? Alors, moi, je peux commencer à répondre à la question. Donc, on parlera donc dans les exemples après des coproduits, d'autres coproduits, mais je peux donc laisser Frédéric répondre dans un premier temps. Est-ce qu'on Moi, parle ici que de personnellement, coproduits organiques? oui, effectivement, non, effectivement, oui, on parle que de ça. Et autrement, même, j'aurais tendance à dire enfin, par exemple, quand on parle d'une entreprise agroalimentaire ou d'un marailleur, il va générer tout un tas de déchets, des cartons, du plastique, des choses comme ça. Non, nous, on parle principalement, enfin, exclusivement des coproduits organiques, donc du poisson qui va d'un côté partir en filet, par exemple, et de l'autre partir en coproduit. Et c'est ça qu'on essaye de valoriser. Ouais. Alors, pour la personne qui a posé la question, donc on va parler des autres coproduits dans les exemples juste après. Donc, juste après la première session de questions-réponses, vous aurez des illustrations sur les autres coproduits. Alors, une autre question sur quel est le territoire sur lequel la collecte peut se faire? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un compromis ou une grosse question sur le ratio, enfin le lien entre la qualité du produit et le marché qu'on va viser. Plus vous allez être exigeant plus le marché que vous visez va être un marché exigeant, plus la qualité initiale de votre coproduit va devoir être bonne. Si vous comprenez aisément que si vous visez un marché pharmaceutique ou même un marché d'alimentation humaine, il faut que la qualité de votre coproduit soit finalement une qualité alimentation humaine. Et quand vous raisonnez comme ça, le territoire, la distance qui va séparer votre atelier de valorisation de votre coproduit par rapport à l'endroit où il est généré doit être minimale
je dirais même que nous, on essaye de faire en sorte que ça soit le même endroit, ou en tout cas qu'il y ait une collecte extrêmement bien organisée pour maintenir les qualités du produit. Maintenant, si l'exigence de qualité est faible, alors, par exemple quand vous visez des marchés type agriculture ou énergie, la génération du coproduit peut être très éloignée de sa première transformation. Par exemple, si on parle de la farine de poisson, quand on regarde la qualité de la matière première souvent qui arrive même au débarquement. J'étais en Mauritanie il y a une semaine, là, j'ai vu la qualité de la matière qui arrive, qui est débarquée pour fabriquer de la farine. Et là, il y a encore un débat éthique à avoir, mais c'est catastrophique. Mais parce que les prix d'achat et les exigences des marchés ne sont pas énormes. Là où je disais qu'il y avait un débat éthique à avoir, et d'ailleurs ces gens-là ont ce débat éthique en ce moment, c'est qu'effectivement, il faut savoir qu'on débarque du poisson qui pourrait être mangé par l'homme et on le débarque pour faire de la farine qui elle-même va nourrir des poissons d'élevage. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, et à leur sens aussi d'ailleurs, doit changer. Merci. Donc, je vais poser une autre question. Est-ce que, donc c'est un complément à une question précédente, est-ce que c'est la situation géographique qui détermine le marché sur lequel on peut se positionner? Alors ça peut, c'est pas l'endroit du marché, hein, qu'on s'entende bien. C'est pas parce que le produit que le coproduit que vous allez valoriser, vous allez devoir normalement le stabiliser et donc après vous pouvez le faire voyager plus longtemps. Donc ça, c'est pas la localisation du marché qu'on va viser, mais c'est le type de marché qu'on va viser qui peut être effectivement, encore une fois, c'est par rapport à la qualité qu'exige le marché que vous visez. Plus vous allez traiter rapidement le produit, plus votre qualité va être bonne. Et pour le traiter rapidement, en général, il faut que la transformation soit près de la génération. La transformation du coproduit soit près de la génération du coproduit. D'autres stratégies, mais et notamment des transports réfrigérés et tout ça, mais ça doit être étudié. La logistique a une importance énorme dans ces marchés-là qui sont quand même souvent pas des marchés avec des marges énormes. Donc tout ça, ça doit être étudié en tout début de projet. Quand on a un coproduit, en fait, on doit étudier l'ensemble des paramètres des charges en fait qui peuvent être liées à la valorisation des coproduits, y compris le transport des coproduits quand il y a un transport. Et ça doit amener à un business plan, un compte d'exploitation prévisionnel pour parler français, qui va vous dire si ce que vous envisagez est rentable ou non par rapport au marché visé. Merci beaucoup. Une autre question. Quels sont les coproduits organiques possibles dans les coquillages? Bon, après, je suis pas Jean-Pascal Berger, mais c'est effectivement un sujet sur lequel il travaille en ce moment. Vous voyez qu'il y a deux produits principaux dans les coquillages. Il y a la coquille et il y a la chair. Donc, c'est les deux produits principaux, à mon avis, qui sont valorisables. Le byssus aussi, peut-être, pour ce qui est des moules. Je ne sais pas ce qui est fait en ce moment, on pourrait regarder, mais donc ces deux principaux coproduits donc sont la coquille et la chair. La chair, par exemple, pour des moules qui seraient hors taille, par exemple, c'est des produits qui sont pas vendus, qui peuvent pas être vendus en l'état, mais qui trouvent un marché, notamment en alimentation animale et peut-être même, on est en train de regarder ça pour de l'alimentation humaine, des soupes et des choses comme ça. Et pour les coquillages, pour les coquilles, il y a des valorisations et des valoriseurs qui existent et qui sont spécialisés là-dedans. Notamment pour, alors je sais plus exactement l'intérêt, mais c'est pour enrichir ou amender les sols. Merci. Donc, on a beaucoup de questions, beaucoup de remarques, beaucoup de personnes qui réagissent, et notamment par rapport des petites précisions peut-être que je vais lire. Une personne qui nous précise que le byssus peut être utilisé pour l'alimentation animale et que
Les coquilles d'huîtres ont plein de valorisations possibles, que ce soit des lunettes, des combinaisons de surf, du remblai, des pieds de vigne, etc. Donc, on vous invite à poursuivre les échanges. On a un événement LinkedIn sur lequel il y a un chat. Si vous voulez aussi interagir directement via l'événement LinkedIn les uns avec les autres, c'est tout à fait possible de faire ça en parallèle de notre webinaire d'aujourd'hui. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on teste sur ce webinaire. Donc, on va maintenant passer donc à la deuxième partie de notre session. Je vais maintenant donc donner la main à Stéphanie Dabin, qui va initier les premiers exemples de ce qui est possible de faire quand on est une entreprise et qu'on veut travailler les coproduits. Bon, merci Aurélie, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter justement Entremer et Terre, la fonction de notre société Entremer et Terre. Donc en fait, voilà, donc la mission première d'Entremer et Terre, c'est justement la valorisation des coproduits marins. Donc on est une petite société en fait installée dans le Morbihan, une petite société qui est créée depuis 2014 et qui est adossée au laboratoire cosmétique Aquatonal, qui nous aide aussi dans la valorisation des coproduits marins. Donc en fait, brièvement, on s'intéresse à deux types de coproduits, les coquillages principalement, mais aussi l'argile marine d'émoutier. Donc là, je vais principalement évoquer les coquillages qu'on valorise. Donc on a trois types de coquillages. Les coquilles d'huîtres blanches issues des plages du littoral, voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Les coquilles Saint-Jacques issues de la filière agroalimentaire ou issues en fait du décortiquage des coquilles. Et la coquille de moule qui est issue justement, comme vous évoquiez tout à l'heure avec vos échanges, donc le problématique en fait des moules de sous-taille hors gabarit qui nécessitent en fait d'être revalorisés. Donc c'est un créneau sur lequel on s'est intéressé. Et donc je vais vous évoquer en premier lieu la coquille d'huître puisque c'est l'élément le coproduit avec lequel Entremer et Terre s'est créé. Donc en fait, on avait une problématique dans notre région qui est donc une forte activité ostréicole, une forte présence de larves d'huîtres aussi dans l'océan, et on a énormément, des plages qui sont énormément impactées par l'échouage de coquilles d'huîtres. Ces coquilles étaient juste valorisées, soit enlevées l'été pour permettre aux baigneurs d'accéder à la plage dans les stations balnéaires, et en fin de saison rejetés en mer ou alors étalés dans des chemins en tant que remblais. Donc pour vous donner juste une petite ordre d'idée, rien que sur une commune comme la Bernerie, on évaluait à 900 mètres cubes par an ce volume de coquilles d'huîtres, pour lequel donc il n'y avait pas vraiment de valorisation. Donc Entremer et Terre s'est intéressé à ce coproduit pour mieux le valoriser. Donc comme disait Frédéric tout à l'heure, avec la pyramide de valorisation, dans cette pyramide, on se trouve en fait en haut de la pyramide. On voulait valoriser autrement la coquille parce que la filière de coquilles d'huîtres, il y en a plein. Il y a déjà de gros acteurs économiques qui travaillent sur la coquille d'huître issue des parcs ostréicoles, où là, on s'intéresse plus à l'alimentation animale, pour les volailles, par exemple, ou l'amendement agricole. Mais nous, on ne s'est pas du tout mis dans ce secteur-là, mais plutôt sur le côté de la cosmétique, la nutraceutique, des choses à plus haute valeur ajoutée. Donc, cette coquille d'huître, du coup, fait l'objet d'une collecte manuelle. Donc, c'est une cueillette. Donc, c'est, comme on disait, la complexité. Hein, je reviens à la pyramide de Frédéric, où là, voilà, nous, on est vraiment dans ce schéma-là, en haut de la pyramide, avec une complexité de collecte pour garantir une qualité de produit. Donc voilà, l'intérêt dans tout ça, c'est qu'on voulait respecter le littoral parce que là, vu la sourcing, il était important de respecter cet environnement-là. Donc aucun engin mécanique, voilà. Et on a des critères de sélection qui sont assez draconiens. On cherche vraiment une qualité de coquille pour le ramassage. Ce ramassage se fait. Donc en fait, on fait brièvement, c'est pour vous montrer que cette collecte en fait génère de l'emploi parce que notre propre équipe de salariés donc assure ces collectes sur le littoral. Et aussi, on a créé une association pour donner une dimension un peu plus solidaire à ce recyclage. Enfin, on voulait montrer aux gens qu'en fait leur environnement de plage était important de le préserver parce qu'on pouvait valoriser ces coproduits qui étaient sur la plage. Donc on a créé une association à but d'action solidaire. Donc tous les fonds récoltés grâce à la collecte sont reversés après à une association qui
qui permet de soutenir des actions solidaires de la région. Donc, les actions solidaires sont choisies par les bénévoles. Donc là, voilà. Donc, pour aller au bout, en fait, de notre démarche de valorisation. Donc là, concrètement, voilà ce que fait Entre-Mer et Terre. Donc on est sur la collecte, on lave, on sèche, on concasse, on broie. L'idée, en fait, c'est qu'à terme, à la fin de notre process, on a un produit qui puisse être utilisé par plusieurs secteurs industriels. Donc, en fait, on se positionne un peu comme facilitateur de recyclage. Parce qu'on a bien une ressource, mais c'est pas forcément évident de l'utiliser telle quelle, donc il faut quand même la transformer. Donc là, la coquille d'huître, c'est ce qu'on appelle l'Ostrachel maintenant, donc en tant qu'ingrédient. C'est plus un déchet, mais c'est bien un ingrédient qu'on utilise en cosmétique naturelle. Donc par exemple, en tant que pigment, voilà, donc pour certaines applications, ça sert de substitut, par exemple, au dioxyde de titane, voilà, qui est un ingrédient qui est décrié en cosmétique et en alimentaire. En tant qu'exfoliant, donc ça pareil, ça permet de substituer les microbilles de polyéthylène qui étaient jusque-là utilisées dans les gommages et qui se retrouvaient dans les océans, à polluer nos océans. Donc il a une action reminéralisante, il est très riche en oligo-éléments, il peut permettre d'être un abrasif doux pour l'émail dentaire, il peut être opacifiant, donc opacifiant dans les maquillages ou dans les gels douche. Ça permet en fait des fois de faire des économies, d'éviter de mettre des acrylates copolymères. Donc tout ça en fait c'est pour participer à éviter de faire une pollution au bout du bout dans notre consommation et plutôt éco-concevoir en fait. Donc on retrouve, là j'ai cité quelques exemples, mais ils sont nombreux. Donc là on a des emplois, donc nos clients, pour lesquels on vend l'ingrédient. Donc travail en céramique, en peinture naturelle, on aura l'occasion d'en reparler, dans les plastiques et les bioplastiques. Donc à chaque fois à chaque secteur d'activité, il y a vraiment un potentiel qui est mis en place, enfin qui est mis en avant, c'est-à-dire dans les plastiques, ça peut être la résistance mécanique, ou ça peut être éviter de mettre trop de plastique, mais de mettre une charge minérale qui permet de diminuer sa consommation de plastique tout simplement. Ça peut servir aussi dans les compléments alimentaires, parce que c'est un produit qui est fortement enrichi, enfin riche naturellement en calcium biodisponible. Bon, ça sert aussi pour la fabrication du verre, fabrication, mais aussi décoration. Là, on a des clients qui travaillent sur voilà, la sérigraphie avec juste des produits composés de coquilles d'huîtres, en fait. C'est juste le procédé qui est innovant, mais donc c'est complètement naturel. Et ça sert depuis un moment pour les écloseries, pour la fixation des larves d'huîtres. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que les applications peuvent être très multiples, en fait. Donc, le métier d'Entre-Mer et Terre, c'est de proposer cet ingrédient. Mais on a été un peu plus loin, là, depuis 2019. On a été jusqu'à développer une gamme cosmétique entièrement conçue autour de la coquille d'huître. Ça, c'était l'objectif, c'était de montrer que c'était possible de valoriser ce coproduit. Parce que la cosmétique, c'était en 2014, on n'était pas encore prête à utiliser ces fameux coproduits. Ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser ce genre d'ingrédients. Et donc là, voilà, c'était pour un peu insuffler les choses et leur montrer que c'était possible et que pour chaque produit, la coquille d'huître peut apporter des choses différentes. Donc là, par exemple, pour une poudre de douche, ça va être minéralisant. On peut avoir, donc, comme je disais, le côté abrasif doux pour l'émail. Ça évite de prendre le carbonate de calcium issu des carrières, qui n'est pas une ressource justement renouvelable. On s'est aperçu que ça donnait un côté densifiant aux cheveux et volumisant quand vous l'introduisez dans un shampoing. Le côté exfoliant, je le disais tout à l'heure, c'était pour pallier à l'usage des microbilles de polyéthylène qui sont aujourd'hui interdits, en tout cas dans la cosmétique française. Voilà, donc quelques éléments d'exemple. La gamme Perlucine est longue, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le panel avec un produit qui était considéré comme un déchet, qui était sur la plage et pour lequel on ne savait pas quoi faire. En fait, on s'aperçoit que finalement, en creusant, on peut trouver plein d'applications différentes. Donc, un autre produit pour lequel on s'est intéressé, donc c'est la coquille Saint-Jacques. Alors, notre sourcing, c'est la coquille Saint-Jacques qui est issue du décortiquage. Donc, en fait, vous avez les noix de Saint-Jacques qui sont décortiquées dans l'agroalimentaire. Vous vous retrouvez avec deux coquilles, les deux parties de la coquille, le plat qui est en fait utilisé en tant qu'amendement agricole. Et vous avez le creux qui est lavé, trié, pour après faire des plats préparés, les coquilles garnies, souvent surgelées.
Et vous avez souvent, donc ce procédé de tri, il faut qu'il y ait un gabarit bien particulier. Il y a des coquilles qui vont être hors normes pour la couleur, parce qu'elles sont cassées, parce qu'elles sont trop petites, etc. Donc en fait, nous, on s'intéresse à ce produit qui trouvait pas de valeur ajoutée. Et du coup, voilà, on s'en est intéressé parce que voilà, il était du coup rejeté avec les amendements agricoles et c'était un peu dommage d'avoir fait toute la filière de nettoyage et de finir dans l'amendement agricole. Donc là encore, on a voulu dans la pyramide de valorisation le monter en haut de la pyramide. Et là, pour vous montrer un petit peu, voilà, la société Celt Armor, qui est une usine de décortiquage, à elle seule, en fait, génère 2500 tonnes de coquilles par an. C'est quand même un gisement très important. Donc voilà, donc la coquille Saint-Jacques qu'on récupère comme ceci, là, celle qui est rejetée hors gabarit, on la transforme de la même manière que la coquille d'huître et on en fait un ingrédient, là encore, on le prépare prêt à l'emploi pour que les industriels puissent l'utiliser facilement. Donc on a différentes granulométries en fonction du secteur. Alors comme on disait tout à l'heure avec Frédéric aussi, nous l'objectif c'était une valorisation à 100%, c'est-à-dire qu'on a différents grades de poudre et il faut que l'ensemble des grades soient valorisés. C'est pour ça qu'on travaille avec des secteurs industriels complètement différents. Donc là, je vous ai mis 3 petits exemples pour illustrer, concrétiser. On en parlera tout à l'heure avec Lionel Bouillon, mais voilà, il y a Algopaint qui a développé en fait une peinture, par exemple, à base de coquille Saint-Jacques. On a les lunettes Friendly Frenchy, comme un auditeur le mentionnait, effectivement. On a aussi Beyond the White avec Stéphane Varin qui a développé des sculptures à base de coquille Saint-Jacques. Enfin, voilà, les applications sont très diverses et variées. Et en fait, voilà. Donc, c'est des exemples concrets, en tout cas. La coquille de moule, effectivement, c'est le 3e produit sur lequel on s'intéresse. Alors, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Effectivement, comme disait Frédéric, dans la production mythilicole, il y a un gabarit à respecter pour pouvoir vendre et commercialiser les moules. Et on se retrouve donc avec le byssus, effectivement, là, j'en ai pas parlé. Mais aussi les moules de sous-taille. Et les moules de sous-taille, en fait, sont valorisés. Donc, il y a plusieurs entreprises qui se penchent sur la valorisation des moules de sous-taille. Et moi, je travaille avec Mucella, qui est un partenaire, une association de méthyliculteurs, en fait, qui s'est penchée sur cette valorisation, qui est en train justement de monter son usine et qui sera opérationnelle en juillet là, de 2021. Donc, c'est vraiment de l'actualité. Donc voilà, donc là en fait dans ce procédé, on valorise la chair d'un côté pour faire des plats cuisinés en fait en sous vide et surgelés. Et vous avez les coquilles qui seront amassées. Donc Axel Brière qui est en charge de Mucella estime dans les 5 ans à une génération de 5000 tonnes de coquilles par an, donc ce qui est non négligeable. Donc nous, on a commencé entre Mer et Terre à se pencher sur ce sourcing, à transformer ce nouveau coproduit et de le proposer à différents secteurs industriels pour voir l'intérêt. Parce qu'à chaque fois, il faut tester, il faut voir, voilà, chaque produit, si ça doit être du carbonate de calcium en majorité, il a des caractéristiques, des comportements différents selon si vous le mettez dans des conditions différentes. Donc là, on propose aussi ce qu'on appelle le muscle shell. Et on a déjà des clients comme Friendly Frenchy qui a conçu ces lunettes à base de coquilles de moule. On a Naturplast aussi qui a travaillé sur l'intégration de coquilles de moule dans les bioplastiques. Et puis Entre Mer et Terre qui travaille en ce moment sur le développement de cosmétiques à base de coquilles de moule également. Donc voilà, et juste voilà, très sommairement, je voulais vous signaler qu'Entre Mer et Terre participe à cette valorisation, aussi au travers son rôle de prestataire, de prestation à façon. On propose du concassage, du broyage, tamisage, stérilisation, et du coup, juste quelques exemples. J'ai été un peu trop vite, je termine là-dessus. On a par exemple l'atelier de Lucille Viau, qui est une designer, qui travaille sur le verre. Donc pour elle, on travaille d'autres coproduits. Donc par exemple le goémon, la cendre de goémon. Il y a du brûlage de goémon qui est fait de manière traditionnelle et cette cendre est travaillée chez nous, donc broyée et réduite en poudre. On travaille aussi la coquille d'ormeau pour créer ce verre abysse. Voilà, donc là le verre glace également qui est un exemple d'application.
à partir de coquilles d'huîtres et de coquilles d'ormeaux. Et pour finir, je voulais vous montrer les derniers coproduits. Donc là, on travaille aussi la noix de palourde, enfin la coquille de palourde, les carapaces de homard qu'on travaille aussi en poudre, et les coquilles d'huîtres, non pas seulement celles des plages, mais voilà, issues de parcs ostréicoles de producteurs. Ici, c'est la coquille de Cancale pour notre client Penny Frenchy. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour d'horizon de ce qu'on pratique entre mer et terre pour assurer cette valorisation de coproduits et montrer en fait qu'il y a un réel potentiel à ces ingrédients en fait qu'on considérait depuis trop longtemps comme des déchets. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, et je voulais vous présenter de manière sommaire entre mer et terre, en espérant ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup Stéphanie. Donc on a reçu beaucoup de questions pendant ta présentation. Donc on te les relayera donc à la fin, lors de la deuxième session de questions-réponses. Donc on va passer donc dans quelques instants à AlgoPaint, qui est représenté par Lionel Bouillon, qui va commencer son intervention par vous présenter une courte vidéo. Besoin de renouer avec la nature et de retrouver la pureté de votre intérieur? Algo est la solution. Algo est le pionnier des peintures biosourcées en France. C'est l'unique peinture à base d'algues sur le marché. Fabriquée en France, nos algues sont collectées et transformées en Bretagne. Algo s'engage. C'est une peinture développée à partir de matières premières végétales et naturelles sans pétrochimie. Algo répond aux normes environnementales les plus strictes et bénéficie de la certification Écolabel européen. Algo est aussi un projet sociétal qui promeut les personnes en situation de handicap. Projet collaboratif, Algo collabore avec succès avec un CAT qui assure le conditionnement de nos gammes. Algo place l'environnement au cœur de ses préoccupations en utilisant des ressources naturelles, locales et renouvelables. Algo réduit son impact carbone par la valorisation d'une ressource 100% naturelle et locale en filière courte. Parce que la planète et les hommes doivent être respectés, nous croyons au modèle de développement durable et solidaire. S'engager pour une peinture plus saine, belle, responsable, respectueuse, unique et au juste prix, c'est notre volonté au quotidien. Le choix d'Algo, c'est aussi l'assurance d'un résultat de haute qualité grâce aux propriétés des algues qui apportent de l'opacité et donc un rendement exceptionnel de 12 mètres carrés pour 1 litre de peinture. Pour les murs, plafonds et boiseries de toutes les pièces de la maison, Algo vous propose une palette de nuances au plus près des tendances de décoration intérieure et s'engage pour un produit sain, qualitatif, responsable, respectueux, durable et unique. Pour toutes ces raisons, Algo est la meilleure peinture pour vous. Retrouvez-nous sur peinture-algo.fr. Voilà pour la courte vidéo. Donc, je vais maintenant donner la main à Lionel afin qu'il puisse vous présenter ses diapositives. Donc, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, écoutez, après cette courte vidéo, je vais rentrer plus dans le vif du sujet, vous partager un petit peu le déroulé. Donc déjà, l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu comment nous, aujourd'hui, sur notre start-up, notre volonté était de bousculer le segment classique des peintures bâtiments et d'apporter une réelle innovation à travers la valorisation de matériaux naturels, locaux et éco-conçus. Donc Algo aujourd'hui, c'est une start-up que j'ai créée le 30 juin 2015 qui aujourd'hui est composée de 10 personnes, dont principalement, je dirais, une équipe en R&D et une équipe de fabrication. On a également une approche collaborative et solidaire puisqu'on travaille avec 2 centres d'aide par le travail qui aujourd'hui assurent le conditionnement d'une partie de nos gammes sur Cesson-Sévigné puisqu'on est basé au sud de Rennes et également à Bain-de-Bretagne. La vidéo, donc on vous l'a partagée, donc je ne vais pas revenir dessus. Nous, notre enjeu était véritablement de bousculer le segment classique des peintures bâtiments à travers, je dirais, 3 engagements forts qui étaient de dire aujourd'hui les peintures classiques du marché aujourd'hui sont adossées à la pétrochimie et notre volonté était vraiment de quitter le monde de la pétrochimie et de nous adosser au monde de la chimie du végétal. Et pour ce faire, aujourd'hui, quand vous achetez un pot de peinture dans une grande surface de bricolage, celui-ci, je dirais, dans l'esprit du consommateur, lorsque vous achetez une peinture solvantée, vous vous doutez bien que c'est adossé au pétrole à travers sa dilution et les éléments constitutifs du produit.
C'est moins vrai dans l'esprit du consommateur lorsque vous achetez une peinture diluable à l'eau, les peintures acryliques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le cœur de la formule, ce qui est le graphique central, démontre bien que le produit aujourd'hui classique du marché est adossé à la pétrochimie. Et nous, notre volonté était vraiment de bousculer le segment classique en apportant une réelle innovation et en nous affranchissant clairement de la pétrochimie au profit de la chimie du végétal. Et pour ce faire, notre première étape a été tout d'abord de valoriser, je dirais, des ressources naturelles et locales que sont principalement les algues du littoral breton. Et après, on verra les futurs développements juste après. L'intérêt pour nous, c'est qu'aujourd'hui, à travers la valorisation de cette ressource naturelle et locale, c'est qu'on n'empiète pas sur les réserves foncières destinées à nourrir l'être humain, pas d'engrais, pas de pesticides. Aujourd'hui, la filière existe et existait bien avant nous, puisque la filière de l'algue est présente en Bretagne depuis de nombreuses générations. Et nous, on valorise un coproduit aujourd'hui qui est généré par la cosmétique et l'agroalimentaire. Eux vont récupérer les algues, en extraire la partie huile, et il va rester une partie minérale, entre guillemets, qui est un peu le squelette de l'algue, qui est un coproduit que nous, on valorise dans nos peintures. Et suite au dépôt de brevet que l'on a déposé en 2012, aujourd'hui, on s'est rendu compte avec l'école de chimie de Rennes et le CEVA que ça apportait des propriétés à nos peintures. Entre autres, des propriétés en termes d'opacité, de pouvoir couvrant et de résistance, puisque l'algue aujourd'hui apporte une résistance lamellaire et ça nous permet d'avoir des peintures qui sont lessivables, quel que soit l'aspect recherché, aussi bien en aspect mat ou satiné. Approche collaborative, Algo est vraiment l'illustration, puisque oui, si on a eu l'idée en 2008 autour du projet, on l'a co-construit à travers des partenaires locaux, dont entre autres l'école de chimie de Rennes, le CEVA, l'UNIFA pour qualifier nos produits et nos revêtements. On a également deux ESAT qui travaillent avec nous, qui sont attachés au papillon blanc. Lorsque j'ai créé la start-up, on a fait appel du crowdfunding. Et aujourd'hui, dans la distribution de nos produits, on a deux partenaires qui, aujourd'hui, sur le segment grand public et professionnels, distribuent nos produits. La gamme Algo Déco a été développée en 2015 et aujourd'hui elle est destinée à être commercialisée auprès des grandes surfaces de bricolage. Aujourd'hui, on a une gamme qui est courte, mais qui aujourd'hui est clairement identifiée dans des grandes enseignes à travers, je dirais, trois conditionnements, le 0,5 litres, le 2 litres et le 5 litres. Et sur une gamme courte, puisqu'on a un primaire, un mat et un satin, et décliné en plus de 16 teintes dans les grandes surfaces. On est présent aujourd'hui depuis 2015 à aujourd'hui. On s'est développé dans beaucoup d'enseignes de bricolage, dont principalement Leroy Merlin, mais pas que, puisqu'on travaille également avec Monsieur Bricolage, Bricorama, soit plus de 450 magasins en France aujourd'hui, Belgique, Pays-Bas, Suisse et également Afrique du Nord. En parallèle, on a également développé toute une gamme pour le marché du professionnel, là en partenariat avec un partenaire qui s'appelle Théolore, je vais vous présenter après. Là, on a une gamme beaucoup plus complète puisqu'on est en capacité de réaliser toutes les teintes du marché à travers le développement d'un système de mise à la teinte nous permettant aujourd'hui de contre-typer toutes les teintes existantes. On a aujourd'hui plus de 100 points de vente qui nous distribuent sur le territoire national et aujourd'hui on répond à des appels d'offres à travers des grands donneurs d'ordre comme Bouygues et Fage sur par exemple les JO 2024 où aujourd'hui notre solution a été retenue. Depuis peu, nous avons travaillé également au développement d'une gamme complémentaire et Stéphanie Labin a eu le privilège de l'annoncer un petit peu en amont. Donc, on a travaillé depuis 2 ans avec Terre et Mer à travailler sur la valorisation, je dirais, de la coquille Saint-Jacques. Et pourquoi la coquille Saint-Jacques? Parce qu'on trouvait que ça avait réellement du sens pour nous, puisque la coquille aujourd'hui est un coproduit que Stéphanie a présenté tout à l'heure. Et aujourd'hui, notre volonté était de voir comment on pouvait valoriser ce coproduit dans nos peintures. Et aujourd'hui, le but est de garder les propriétés de notre gamme intérieure et d'apporter une résistance à l'extérieur. Et la coquille étant aujourd'hui à 99,9% du carbonate de calcium, c'est quelque part une charge classique qu'on utilise dans les peintures façades. Et donc, il y avait du sens à pouvoir la valoriser dans notre gamme. Et après 2 ans de travail de mise au point et de qualification du test, aujourd'hui, on a le plaisir de vous annoncer que depuis 15 jours, la gamme est aujourd'hui distribuée sur notre site internet et en pré-qualification dans quelques magasins de bricolage en France et va faire l'objet à partir de septembre d'une présentation auprès des grandes enseignes dont Leroy Merlin et Monsieur Bricolage.
Le but est toujours de valoriser, travailler sur nos valeurs, recycler des biodéchets conchilicoles, travailler en filière courte à travers l'impact carbone et également travailler sur l'économie circulaire et locale, tout en privilégiant principalement des ressources et des matières premières issues de la mer. La filière, je ne reviendrai pas dessus parce qu'elle a été préalablement bien expliquée, donc on se tient bien sûr à vos dispositions pour être plus en avant. Mais aujourd'hui, pour nous, une gamme éco-conçue a réellement du sens. Et tout le travail qu'on a mené depuis 2 ans, ça a été de démontrer également la qualité de nos revêtements et la durabilité de ces revêtements au regard des solutions classiques du marché. Et aujourd'hui, sur notre revêtement, on peut apporter une protection de 10 ans à nos peintures de façade. Tout en travaillant sur un large choix de teintes, puisqu'aujourd'hui, on a 10 teintes qui sont déclinées pour répondre aux attentes du particulier et prochainement du professionnel. S'engager pour une peinture plus saine, belle, responsable, c'est vraiment nos enjeux. Et pouvoir également, je dirais, valoriser des ressources 100% naturelles et toujours en filière courte et surtout renouvelables. Voilà une rapide présentation de qui on est et où on souhaite aller. Voilà. Merci beaucoup Lionel d'avoir plus ou moins respecté les délais en plus, donc c'est parfait. Donc je vais donc maintenant laisser la parole à notre troisième exemple d'entreprise utilisant des coproduits et je vous retrouve dans 10 minutes pour la deuxième session de questions-réponses. Donc je vais laisser le partage d'écran à Alexis. Je vous invite à ouvrir votre webcam et votre micro. Voilà, c'est chose faite. Bonjour. Et je coupe mon micro. Vous avez 10 minutes afin qu'on ait un peu de temps pour les questions et réponses à la fin. Merci, bonjour à tous. Merci de nous offrir l'opportunité de présenter Abyss Ingrédients. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais donc Abyss Ingrédients dans la suite des présentations. Nous, notre métier, c'est on est un fournisseur d'ingrédients santé. Donc, comme Frédéric l'a présenté tout à l'heure, on est plutôt en haut de la pyramide de la valorisation des coproduits. On n'est pas dans la pharma, on n'est pas dans l'alimentaire, on est entre les deux, on est dans les compléments alimentaires. Donc la vertu sur des fonctionnalités santé. Donc à partir de bioressources marines et surtout objectivées scientifiquement. Voilà. Donc ce qu'on espère faire et ce qu'on fait déjà depuis quelques années, c'est donc satisfaire les exigences de nos clients qui souhaitent bien sûr dans un premier temps une réponse à leurs problématiques santé, mais avec une offre naturel et durable, innovant et compétitif, parce que nous, on s'adresse qu'à des fournisseurs d'ingrédients qui ensuite vont formuler. Donc, on n'est pas dans les produits finis, on est dans le B2B, comme on dit. Donc, ils veulent ensuite avoir une solution, bien sûr, efficace et qui soit prouvée scientifiquement. Et donc, je vais y revenir sur donc, on peut dire que l'histoire, elle a commencé il y a très longtemps, hein, même Astérix et Obélix, dans la potion magique, ils ont des extraits de poissons. Et donc, nous, c'est le petit clin d'œil pour continuer dans cette logique. Donc, ce qu'on espère faire, c'est pêcher mieux, mais ça, c'est pas notre métier, mais valoriser mieux, c'est notre métier. Donc là, aussi, on continue dans ce que Jean-Pascal et Frédéric ont présenté. Et donc, nous, notre matière première, ce sont des coproduits de poisson. Donc, on parle d'écailles de poisson, d'arêtes de poisson, de cartilage de poisson, de peau de poisson. Donc, ce sont nos matières premières et principalement, comme disait aussi Raphaël, dans un sourcing plutôt local, principalement les marailleurs Bretagne Sud. Donc notre démarche, un des exemples de notre démarche de développement et de mise au point de produits. Donc on s'approvisionne aussi chez des conserveurs et une partie de ces coproduits qu'on va ensuite extraire pour ensuite produire dans des quantités industrielles et sur différentes applications. Et nous, la partie Abyss, c'est dans les compléments alimentaires pour la santé des seniors. Dans le cas présent, ici, c'est un projet où on développe pour mettre au point un produit
pour la mémoire notamment, et surtout les pertes de mémoire chez nos seniors. Donc notre démarche est valorisation des coproduits pour valoriser un ingrédient santé, et on le fait dans une démarche collaborative aussi, avec des experts dans leur domaine sur différentes étapes de ce développement. Et elle est collaborative et elle est reconnue, puisque on a aussi la possibilité d'avoir des ressources financières adossées à ces projets collaboratifs. Je passe pour comprendre un petit peu notre process et notre côté durable aussi, c'est que notre process est un process d'hydrolyse. Donc l'hydrolyse, pour faire court, c'est un petit peu ce que faisaient nos grands-mères avec dans les soupes de poisson. Donc on prend ce qui n'est pas le filet. L'hydrolyse, c'est notre grand-mère, elle utilisait des aromates. Ça coupe les grandes protéines en petites peptides, voire en acides aminés. Et ensuite, il y a des différentes étapes mécaniques pour séparer les différentes phases, et ensuite un séchage. Et nous, ce qu'on fournit à nos ingrédientistes, ce sont des produits sous forme sèche avec des extraits bien qualifiés. Et voilà rapidement notre process. Donc c'est de la biotech, hein, comme disait aussi Frédéric tout à l'heure, hein. Dans la valorisation des coproduits issus de poissons, il y a deux grosses possibilités. Une filière food, donc c'est pour créer peut-être des charcuteries de la mer ou des choses comme ça avec les coproduits. Mais nous, on est dans la filière biotech, où on sépare encore un peu plus précisément, un peu plus abouti les différentes molécules de ces coproduits. Donc, ce qu'on apporte aussi à nos clients, donc c'est un peu bien sûr la belle histoire, mais c'est aussi la science, hein, c'est d'aller rechercher, de comprendre et pourquoi ça fonctionne, et aussi surtout la clinique. La clinique, c'est la preuve d'efficacité, comme quoi ça fonctionne. Donc pour ça, on a des équipes de R&D, je vous les présenterai tout à l'heure, dans lesquelles il y a 4 grandes étapes. Il y a d'abord une veille scientifique et une veille brevet. Ça se passe en permanence. Ça se trouve, c'est dans le monde entier, hein, qu'on est sur un marché global. Donc il y a des publications tous les jours sur notre métier. Il y a des brevets aussi. Donc on se tient en alerte on regarde ce qui se passe. Ensuite, il y a une deuxième étape, ce sont les études culture cellulaire. Donc ça, c'est on prend dans des boîtes de pétri un petit peu de votre peau et on compare avec la peau avec nos produits. Et ça, ça se passe sur 3 à 6 mois et ça coûte à peu près 50 000 €. Donc c'est une première preuve d'efficacité. Ensuite, il y a une deuxième preuve d'efficacité, ce sont les études précliniques sur petits animaux, des souris, des rats, des lapins, etc. Ça, là aussi, on compare notre produit avec un placebo. Ça peut prendre 8 à 12 mois et ça coûte environ 100 000 au minimum, hein, bas mot. Et ensuite, il y a les études. Alors ça, c'est le Graal, hein, c'est l'étude clinique humaine. Là, on est sur des 15 mois ou au-delà, et 200 000 € au bas mot. Donc vous voyez que tout ça prend du temps, tout ça prend des ressources financières, et ça reste de la R&D. On n'est pas sûr du développement. Donc c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Frédéric, on est dans le haut de la pyramide, d'accord, mais c'est aussi donc une meilleure valorisation, d'accord, mais c'est aussi le résultat d'un travail qui prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources, et dans lequel il y a un risque très significatif, parce qu'on n'est jamais très sûr du résultat, même si on peut imaginer l'entonnoir. Donc nous, on met en avant la carte postale de la Bretagne, parce que c'est l'approvisionnement de notre coproduit. On travaille, donc l'approvisionnement, c'est principalement la Bretagne. On a un partenaire au niveau développement de produits et fabrication de produits qui s'appelle Idémer, qui est à Lorient. Mais on a des partenaires pour la mise au point et le développement de produits un petit peu partout dans le monde, notamment pour une étude clinique humaine. Ça s'est fait dans une université au Brésil
de dermatologie. On a un partenaire en Belgique, un partenaire en Allemagne pour différentes études cliniques aussi, et puis différentes plateformes universitaires aussi en France, l'école de chimie, Rennes 1, une plateforme de protéomique aussi à Rennes Protein, bien sûr le CNRS et le LEMAR à Brest, mais aussi des partenaires à Bordeaux. Je ne parle pas de tous nos partenaires un petit peu, bien sûr, financiers et qui sont locales et régionales et voire même européens. Donc nous, nous sommes une petite équipe, on est une douzaine de collaborateurs aujourd'hui, mais c'est surtout en R&D et en développement qu'on met nos efforts. Donc il y a de la recherche un peu fondamentale, de la recherche plutôt appliquée avec Mathilde, de la recherche plutôt au niveau matière première avec Steren et de la recherche process avec Jérémy et Elodie qui collabore et qui avec aussi nos différents partenaires que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc depuis ce qui est aussi important, donc c'est tout le travail abouti, puis tout le travail qu'on va continuer, des études, des publications, c'est ce que, excusez-moi, c'est en anglais, mais des publications scientifiques qui sont la reconnaissance de nos pairs du travail et de l'efficacité de nos produits. Et j'en finirai avec notre gamme et notre positionnement produit. Donc nous, ce qu'on offre à nos clients, ce sont du bien vieillir, du mieux vieillir grâce à des solutions naturelles, à des solutions durables, à des solutions locales, même si nos clients, ils sont partout dans le monde. Et sur trois axes, un axe plutôt la santé cognitive avec des produits sur la mémoire, des produits sur les troubles du sommeil, mais des produits aussi sur le management du stress, et Dieu sait si c'est d'actualité aujourd'hui. Mais aussi, on a aussi une gamme sur tout ce qui est mobilité, donc les problèmes articulaires, les problèmes de santé osseuse, donc on en a parlé tout à l'heure avec notamment Stéphanie, avec des produits à base de calcium, mais aussi pour les problèmes musculaires que peuvent rencontrer des jeunes sportifs, mais aussi des personnes âgées. Et puis une dernière gamme, c'est la gamme cosmétique, nutri-cosmétique, donc c'est la cosmétique par l'alimentation. Hein. Et donc là, c'est sur la beauté de la peau, sur là aussi les cheveux et les ongles notamment. Voilà. Alexis, je vais vous demander de conclure très rapidement parce qu'on est presque à la fin du temps du webinaire et on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Donc nous, notre mission est bien d'améliorer la santé et le bien-être de nos clients à partir de bioressources marines et durables, comme on l'a dit, mais dont l'efficacité est prouvée scientifiquement. Et ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là qui prend une grosse partie aujourd'hui de nos ressources, mais qui sont aussi l'investissement pour la pérennité de nos activités. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous. Donc, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement pour les questions, bien qu'on en ait reçu beaucoup. Donc, je vais sans plus tarder basculer sur la facilitation graphique de Fanny et poser quelques questions. Donc, j'invite Stéphanie et Lionel à rouvrir leur webcam. Je vais essayer de vous poser une question chacun et ensuite, je vous inviterai à poursuivre les échanges sur le forum LinkedIn. Donc, Stéphanie, quelles sont les quantités collectées et valorisées et comment travaillez-vous avec les industriels de plasturgie pour l'intégration de charges minérales dans le bioplastique? Donc au niveau des quantités, alors tout dépend des coquillages en fait. Pour la coquille d'huître par exemple, on est dans l'ordre de 6 à 10 tonnes. Ça reste une collecte raisonnée, hein. Comme vous avez vu, c'était une cueillette, donc ça reste pour des secteurs d'activité où on peut avoir une haute valeur ajoutée du produit. Donc là, vous me parlez des plastiques, ça va être plus être orienté sur la coquille Saint-Jacques.
Et là, les volumes, nous, on fait en fonction du besoin. Donc, pour l'instant, les besoins sont grandissants, c'est-à-dire que les gens sont en train de beaucoup de développer en R&D leurs projets. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, rien que sur une société comme Celta Armor, il y a 2500 tonnes de coquilles. Donc, si on considère qu'on prend que les creux, vous avez la moitié, et qui est 30% de rejet. Je vous ai dit, là, nous, on s'intéresse que qu'aux coquilles qui sont hors gabarit, et ça représente à peu près 20 à 30%. Donc, vous voyez, on est à l'échelle à peu près de 300 tonnes au moins. Le potentiel est là, quoi. Après, nous, aujourd'hui, on n'a pas une demande aussi forte. On s'adapte au marché, on grandit petit à petit en fonction des demandes. Mais la ressource est là, en tout cas. S'il y a un besoin, il y aura possibilité d'augmenter les volumes. Merci beaucoup Stéphanie. Une question pour Alexis. Les ressources sauvages sont plus sensibles à la saisonnalité. Comment est-ce que vous assurez la même qualité, quantité sur le long terme? Oui, nous, on est un petit acteur, donc on peut se permettre d'étaler notre collecte peut-être sur des périodes, pas sur toute l'année, mais notre production, elle a lieu sur toute l'année. En fait, on peut récolter de la matière première fraîche, la traiter et ensuite avoir une étape de congélation avant de l'hydrolyser, ou au contraire, une fois qu'elle est hydrolysée et sous forme sèche, elle est ensuite stockée, et donc ça nous permet de livrer nos clients tout au long de l'année. Mais la saisonnalité, elle est prise en compte en amont. Merci beaucoup pour cette réponse. Une question pour Lionel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine des algues utilisées pour la fabrication des peintures? Alors nous, dans la fabrication de nos peintures, on valorise 4 typologies d'algues. Donc certaines, donc ça fait l'objet d'un dépôt de brevet, donc on ne pourra pas tout donner. Mais aujourd'hui, on valorise principalement des algues rouges et des algues brunes également dans le concept. Certaines vont avoir des rôles d'épaississants qui vont apporter un confort à l'application du produit. C'est souvent des dérivés de l'agar-agar que tout le monde connaît si on fait un petit peu de cuisine, qui vont apporter le côté gélifiant au produit, sa facilité de mise en œuvre et le fait de pouvoir bien appliquer le produit, d'avoir la thixotropie attendue. Après, les autres typologies d'algues fonctionnent un petit peu de l'aspect recherché et également l'opacité. On va travailler sur les coproduits de l'algue, et là, on va travailler principalement sur des algues brunes et des coproduits d'algues brunes. Sans tout dévoiler. Ça a été fait l'objet de tout un travail de recherche et de développement qu'on a mené avec le CEVA, le Centre d'études et valorisation des algues à Pleubian, qui a fait l'objet du dépôt de brevet en 2012. Merci beaucoup. Donc on va peut-être donc laisser Stéphanie, Lionel et Alexis nous donner un dernier petit mot de la fin avant que on termine ce webinaire pour aujourd'hui, puisque on est effectivement arrivé à la fin. Donc Stéphanie, je te laisse conclure et donner une dernière information si tu le souhaites. Eh bien, j'invite tous ceux qui ont des questions à se connecter sur mon profil LinkedIn. Voilà, parce que on peut échanger plus longuement. C'est pas été facile de tout détailler. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas de montrer qu'il y avait plein de choses à faire avec les coproduits marins, et que je suis prête parce que tous les jours, je trouve des nouvelles applications grâce à mes clients. Et voilà, je suis ouverte à tout échange. Donc il n'y a pas de souci pour continuer ça en dehors de ce webinaire. Voilà, merci à vous en tout cas pour Respect Océan. Lionel, Alexis, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on laisse le mot de la fin à Raphaëla? Nous, aujourd'hui, merci à tous et à toutes. Je pense qu'aujourd'hui, comme disait Stéphanie Dabin, je crois que par LinkedIn, on peut arriver à répondre à toutes les sollicitations de tout le monde. Puis nous, notre volonté de dire à travers la valorisation des algues ou des coquilles, Saint-Jacques, agissons pour notre belle planète et participons à un monde meilleur pour demain. Voilà ce que j'ai à dire. Alexis? Pareil, Stéphanie l'a bien dit, Lionel aussi, je peux que m'associer à eux. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et je crois qu'il y a encore de très belles perspectives, et c'est bien parce que tout ça, c'est
un cercle vertueux, je crois. Alors, avant de laisser la parole pour 1 minute de conclusion à Rafaela, moi je voulais aussi en profiter pour celles et ceux qui sont encore là, pour vous mentionner nos 2 prochains événements en ligne. Donc le 29 juin, nous aurons une présentation des 3 vainqueurs de notre première édition de l'Océan Pitch Challenge. Et le 6 juillet, un ciné-débat autour du film d'Under the Pole Deep Hope sur les coraux profonds. Les invitations sont à venir, mais pour le webinaire du 29 juin, vous pouvez d'ores et déjà trouver les liens sur notre page LinkedIn et sur notre site internet. Donc pendant que je laisse le mot de la fin à Rafaela, je vais rebasculer sur la facilitation graphique de Fanny, qu'on remercie de nous accompagner sur ce programme de webinaire depuis son démarrage. Oui, donc je voudrais juste conclure d'abord en vous remerciant toutes et tous la richesse des questions, des interventions nous montre bien que le sujet a vraiment besoin d'être fouillé et qu'il y a une multitude de choses qui se passent en ce moment. Et en fait, simplement, je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul tous ensemble sur ce sujet. Donc, on peut parler beaucoup des innovations techniques, technologiques. Néanmoins, je pense qu'il faut toujours avoir cette vision de cercle vertueux la plus systémique possible, c'est-à-dire se réfléchir à que la valorisation, l'utilisation des coproduits marins se fasse dans un cadre vertueux où on intègre la phase amont, on intègre la phase aval, on intègre tous les aspects sociaux, humains, et puis les aspects aussi de gouvernance. Donc, ce sont des aspects qu'il ne faut pas négliger et qui peut-être aussi peuvent avoir été, comment dire, des inconvénients ou des dérives de certains systèmes qu'on a voulu installer. Donc, je pense que c'est aussi un élément très important à prendre en compte, toute cette globalité de vue sur les coproduits de la mer et finalement la gestion des hommes, des sociétés et de l'ensemble des enjeux de l'océan qui forment qu'un seul océan. Donc on peut répercuter des conséquences à l'autre bout de la planète si on ne fait pas attention à tous ces éléments, y compris donc pour la valorisation des coproduits de la mer. Merci à vous en tout cas. Et puis à bientôt pour d'autres débats et merci encore de vos contributions.